Aymeric Caron, bonjour. Bonjour. Journaliste, fondateur du parti Révolution écologique pour le vivant. Vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle et vous voici candidat pour la nouvelle union populaire écologiste et sociale aux législatives dans la 18e circonscription de Paris. Alors on vous connaît notamment comme militant antispéciste. En quoi ça vous a amené à vouloir porter les couleurs de la gauche? En fait, j'ai toujours été un homme de gauche. Dans mes livres, on peut lire des opinions, des propositions qui sont apparentées à ce qu'on appelle la pensée de gauche. Et l'antispécisme, comme j'expliquais dans un de mes livres il y a quelques années, est un chemin intellectuel qui est un chemin contre les injustices. C'est un chemin qui s'inscrit dans la lutte d'autres combats, des combats sociaux, des combats contre le racisme, des combats pour l'égalité homme-femme. Donc c'est un champ politique que j'avais déjà investi la gauche. D'un mot pour qu'on comprenne mieux quelle est votre gauche à vous, je voudrais qu'on se penche sur le programme de la gauche unie pour ces législatives. Alors il y a les points d'accord, retraite à 60 ans, blocage des prix de certains produits de première nécessité, abrogation de la loi El Khomri. Je suppose que sur tout ça vous êtes d'accord. Évidemment. Le point le plus compliqué, ça reste l'Europe. Il y a dans l'accord 6 paragraphes pour tenter un peu de concilier l'inconciliable. Alors vous êtes plutôt désobéissance au traité budgétaire façon insoumis ou Europe fédérale façon Europe Écologie Les Verts? Je suis absolument favorable à la désobéissance proposée par la France insoumise. Je l'étais bien avant la signature de cet accord élargi et nous, au sein de la REV, nous critiquons aussi fortement l'Europe telle qu'elle s'est organisée depuis une trentaine d'années. Je fais partie de ceux qui avaient voté non au traité constitutionnel. De ceux qui en 2005, de ceux qui ont dénoncé le déni de démocratie qui s'en est suivi. Et on constate que d'ailleurs maintenant nous sommes suivis par Emmanuel Macron lui-même, qui nous a rejoints sur cette idée qu'il fallait réécrire certains textes européens. Je ne suis pas sûr qu'il le présenterait comme ça. Sur l'environnement, toute la gauche n'est pas prête à aller aussi loin que vous. Par exemple, à interdire la consommation de viande, pour prendre un exemple que vous citez vous-même. Pourtant, vous vous assurez… Si je peux me permettre sur la consommation de viande, qui n'est pas là encore d'ambiguïté, bien sûr que ça fait des années que j'explique qu'un jour, j'espère que l'humanité ne mangera plus de viande. C'est aussi ce que dit mon mouvement d'écologie radicale, la REV. Ce n'est pas le programme de la nouvelle Union populaire. On est d'accord, mais justement… Nous sommes d'accord sur une plateforme programmatique qui prévoit de réduire en revanche la consommation de viande fortement, comme nous le recommandent tous les scientifiques qui s'intéressent aux questions climatique. On prévoit également de fermer les fermes-usines dans lesquelles les animaux sont traités comme des objets qui sont des vecteurs de maladies. Et cette phase-là, cette phase où on réduit la souffrance animale, où on va se concentrer sur un mieux manger, c'est une phase, je crois, qui est partagée par absolument tous nos partenaires. Mais ce que vous dites avec votre parti, c'est que l'écologie doit être radicale ou ne pas être finalement. Bien sûr, mais je crois que c'est la conclusion à laquelle Europe Écologie arrive aussi aujourd'hui en nous rejoignant. Mais si vous êtes élu et que la gauche devient majoritaire à l'Assemblée nationale, vous deviendrez quoi? Un radical qui est capable de passer des compromis? Je suis un radical qui passe des compromis. C'est-à-dire que lorsque je dis que je suis antispéciste et que j'espère qu'un jour, par exemple, les animaux ne seront plus exploités comme ils le sont aujourd'hui, c'est une radicalité qui trace un horizon. Mais c'est un horizon à un siècle peut-être, à 2 siècles. Parce qu'il faut qu'on ait des lignes d'horizon. Ce qu'il nous manque aujourd'hui, ce sont justement ce qui manquait jusqu'à l'apparition et au développement de ce grand, magnifique projet politique qu'est aujourd'hui l'Union populaire et sa version réactualisée à l'Union populaire. C'est qu'il manque justement des lignes claires vers lesquelles tendre. Et bien sûr que je suis un homme de compromis, bien sûr. Il y a eu pendant 2 semaines une sorte d'euphorie à gauche avec la conclusion de cet accord électoral et puis la communication très efficace de Jean-Luc Mélenchon sur le thème « Élisez-moi Premier ministre ». Depuis quelques jours, on a l'impression que c'est un peu le retour sur Terre un petit peu brutal. Taha Bouafs, candidat investi dans le Rhône, s'est retiré. Il a mis ça sur le dos d'une polémique à propos d'une condamnation qu'il a essuyée pour injure raciale. En réalité, la France insoumise venait d'ouvrir une enquête interne sur lui pour des agressions sexuelles. Il a reçu à ce moment-là des messages de soutien de Jean-Luc Mélenchon, de Clémentine Autain, d'autres dirigeants insoumis, alors que la procédure à son encontre était déjà lancée, mais pas encore rendue publique. Est-ce que la France insoumise a voulu étouffer l'affaire en espérant qu'elle ne sortirait pas avant les élections? Dans cette affaire, je crois surtout qu'il faut saluer la réactivité du comité de suivi à propos des violences sexistes et sexuelles, donc des violences faites aux femmes, puisque d'après les informations dont je dispose,
Il y a eu un signalement à l'encontre de Taha Bouaf samedi dernier. Et Plusieurs. Un suivi d'autres. Hein, mais en tout cas, les signalements ont commencé, me semble-t-il, samedi soir. Et lundi soir, je crois que la candidature de Taha Bouaf s'était retirée. Donc l'affaire a été prise très très au sérieux, traitée immédiatement. Et ça a conduit en 3 jours au retrait de cette candidature qui posait problème. Donc, mais au moment où il se retire, il reçoit des messages de soutien de Clémentine Autain qui dit elle-même qu'elle savait déjà. Il reçoit des messages de soutien, là encore d'après la connaissance que j'ai de cette affaire, puisque je ne suis pas au cœur de cette histoire. Il reçoit des messages de soutien de personnes qui ignorent à ce moment-là qu'il y a ces signalements. Les messages. Alors, ça, c'est une question qu'il faut poser à Clémentine. Je n'ai pas l'agenda de Clémentine Autain. Je ne sais pas quelle information elle a reçue à quel moment. Ce que je sais, c'est que je vois un début de polémique, parce qu'il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui qui sont déclenchées, des tentatives de polémique par des adversaires. Et je vois que certaines personnes essayent de créer une confusion. Il y a des gens qui ont publiquement soutenu Taha Bouaf au moment où ces faits étaient complètement ignorés de tous, en tout cas de tous ceux qui faisaient ces messages et qui ne parlaient que de la campagne d'intimidation qui portait sur d'autres sujets. Sans nier cette campagne, la France Insoumise elle-même, dans son propre communiqué, dit qu'elle avait connaissance des faits au moment des faits reprochés, puisque évidemment il y a une présomption d'innocence. On n'a pas dû lire le communiqué. Au moment où il a été investi, c'est écrit noir sur blanc dans le communiqué, mais qu'elle ne comptait pas les rendre publics si la presse n'en avait pas parlé. Pardon ? Je ne sais pas. Je vous invite à lire le communiqué sur le site. Non. Moi, ce dont j'ai connaissance, je ne sais pas. Vous avez le texte que vous... Je ne l'ai pas imprimé avec moi. La seule chose que je sache, c'est que la France Insoumise, quand elle a investi Taha Bouaf, n'avait aucune connaissance des faits de violences faites contre des femmes, violences sexuelles ou sexistes. Aucune. Si vous avez d'autres informations, donnez-les-moi, ce n'est pas du tout celle dont je dispose. Pour le moins ambigu dans la façon, encore une fois, dans le communiqué lui-même. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas me le citer. Donc si vous me donnez ce communiqué dont j'ignore la teneur, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité des faits, ce que vous venez de dire. Un autre candidat investi par les Insoumis pour le compte de la Nouvelle Union Populaire, Louis Boyard, ancien syndicaliste lycéen, a reconnu sur un plateau télé avoir dealé de la drogue. Est-ce qu'il y a un problème avec la façon dont les candidats sont sélectionnés ? Est-ce qu'il y a un problème avec... Bon, je sais pas, vous pouvez faire le CV de chacun, vous pouvez il y a d'autres candidatures problématiques dans d'autres partis, on est d'accord. Vous pouvez effectivement rechercher chaque déclaration, chaque fait et geste de tous ceux qui se présentent sous les couleurs de la Nouvelle Union Populaire. J'aimerais que vous ayez, vous et tous les collègues journalistes, puisque ce sont mes collègues, je suis journaliste encore, même si pour l'instant je fais de la politique, j'aimerais que vous ayez la même rigueur pour les autres partis, les autres mouvements. J'aimerais que vous interrogiez sur Laetitia Avia, sur François Bayrou mis en examen, sur cet homme qui vient d'être investi par La République En Marche alors qu'il a été condamné pour violence sur sa femme. Jérôme Perra, en Dordogne. On le fait quand on a ces candidats-là, mais là vous êtes représentant de la Nouvelle Union Populaire. Je suis en train de vous répondre. Je constate qu'il n'y a pas la même rigueur sur les candidats issus des autres mouvements, qu'il n'y a pas la même exigence de perfection dès qu'on parle des autres mouvements. Lorsque Mediapart nous rappelle qu'il y a dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron une trentaine de personnalités qui ont des problèmes avec la justice, une trentaine. Ça veut dire que, vu la place que prennent les invités macronistes sur les plateaux télé-radio, en fait, les interviews devraient être consacrées uniquement aux affaires judiciaires qui touchent la Macronie. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. En revanche, dès que ça touche l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, l'Union Populaire, et là, il y a en ce moment une tentative de déstabilisation claire et nette, orientée. Bon, je pense que des noms comme Thierry Solaire, par exemple, on en a parlé largement ici ou ailleurs. Mais et vous trouvez... Non, pardon, je vais répondre. Vous parlez de Thierry Solaire, très intéressant. Vous êtes en train de me poser une question ce matin sur un jeune homme de 20 ans qui dit qu'il a peut-être... je ne connais même pas l'histoire exactement. Attendez, je vous permettez de répondre. C'est quoi l'histoire? C'est qu'il a déclaré sur le plateau d'une émission de télé qu'il avait eu, je ne sais pas quoi exactement, avec quoi? Avec du shit ou je ne sais pas quoi. Bon, je ne sais pas. Ok, c'est un sujet, on peut en parler. Thierry Solaire, c'est quoi? C'est 10 mises en examen? Non, vous le savez mieux que moi. Une dizaine de 13 mises en examen.
Bon, mais... Est-ce qu'on compare les deux sujets? Non mais d'accord, Est-ce qu'on compare les deux sujets? Mais vous êtes représentant... Et la place qu'ils prennent dans les médias? Mais vous êtes représentant de la nouvelle Union populaire. C'est pas la question. Dont je nomme un candidat. Non, je vous réponds. Je vous dis simplement, c'est étonnant qu'un candidat ou un représentant de La République En Marche ne soit pas questionné de la même manière et avec la même vigueur. Dire, comme ce jeune homme, Louis Boyard, candidat pour la nouvelle Union populaire, que les gens n'ont pas le choix, ils vont dealer parce qu'ils sont dans la pauvreté. C'est une citation précise. Est-ce que ce n'est pas une insulte pour les millions de personnes modestes qui n'ont jamais trafiqué quoi que ce soit? Vraiment, je suis heureux, ravi que vous m'ayez invité ce matin et que vous me donniez la parole. C'est encore mieux si vous répondez. Et je vais vous répondre. C'est quoi les sujets aujourd'hui? Hier, c'était la journée mondiale de la disparition des espèces. On a parlé du fond du programme en commençant. Non, je vous parle des vrais sujets. Là-dessus. Hier, c'était la journée mondiale de la disparition des espèces. Vous savez combien d'espèces aujourd'hui sont menacées de disparition? 1 million. 1 million d'espèces animales ou végétales qui sont menacées de disparition. Hier, ou avant-hier, l'ONU nous avertit que nous pourrions franchir le cap de l'augmentation des 1,5 degrés de température d'ici 5 ans. D'ici 5 ans. Je vous rappelle que l'objectif de l'accord de Paris, c'était de limiter cette augmentation des températures à 2 degrés. Et on pourrait échouer d'ici 5 ans. Ça, ce sont les vrais sujets. D'accord. Ça, ce sont les vrais sujets, les sujets qui vont avoir un impact sur la vie des Français. Vous êtes journaliste comme moi, vous aimez bien qu'on réponde à vos questions. Mais parce que je suis journaliste, je vous pose une question sur une citation. Parce que je suis journaliste. Les gens n'ont pas le choix, ils vont dealer parce qu'ils sont dans la pauvreté. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Je pense que ce n'est pas la phrase qui devrait occuper aujourd'hui notre conversation. Okay. Ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est l'avenir de l'humanité, c'est la biodiversité, c'est le quotidien des Français qui n'arrivent pas à s'en sortir avec une inflation à 5%. Ça, c'est dramatique. C'est le prix des produits. On en a parlé la semaine dernière avec Éric Coquerel. Mais parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Permettez que je pose une question, sinon ce n'est pas la peine de répondre à une interview. Oui, mais est-ce que moi, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat lui-même. Permettez que j'apporte les réponses qui me semblent utiles. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat lui-même aux législatives. Est-ce que ce n'est pas un petit peu curieux quand on veut être le chef de la future majorité, puisque c'est comme ça qu'il présente son combat? Moi, je trouve ça au contraire extrêmement sain comme décision. S'il avait souhaité continuer comme député, j'en aurais été ravi. Mais je trouve que la décision inverse fait sens aussi, parce que vous le savez très bien que notre Constitution n'oblige pas que le Premier ministre soit issu des rangs de l'Assemblée. Ce n'est pas le cas de notre Premier ministre actuel. Et qu'il a prouvé ces dernières années, et ces derniers mois notamment, qu'il est aujourd'hui le chef naturel de l'opposition. Le fait qu'il ne s'accroche pas à un mandat de député, ça devrait être salué. Donc c'est vraiment lui faire un faux procès que d'aller imaginer qu'il n'aurait pas la légitimité suffisante pour être Premier ministre, simplement parce qu'il ne siège pas. Et laisser la place à quelqu'un d'autre aussi, ça c'est aussi une démarche intéressante. Si par hasard la Macronie était majoritaire à l'issue des législatives, le RN entend bien disputer à la gauche, à la nouvelle Union populaire, la place de premier opposant. Le parti est sorti de sa léthargie hier, il avait un petit peu disparu, et alors c'est une charge lourde contre la nouvelle Union populaire. Marine Le Pen, citation: c'est l'opposition qui va défendre le burkini à la piscine, ouvrir les prisons, régulariser les clandestins, augmenter les impôts de 270 milliards, désarmer la police. Qu'est-ce que vous répondez? Que Marine Le Pen est fidèle à elle-même dans la fabulation, dans la déformation, dans la mythomanie. Si vous voulez, si on doit attendre un jugement de Marine Le Pen pour savoir quel est le programme de l'Union populaire, on risque d'être déçu. Donc je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller surtout se renseigner, d'aller regarder tout le programme extrêmement complet de l'Union populaire qui est disponible sur Internet, de regarder aussi les rapports qui ont été faits par beaucoup d'experts pendant la présidentielle, notamment des économistes qui saluaient le sérieux de notre travail. Même le président du MEDEF l'a dit. Donc si vous faites confiance, vous, au RN, au FN en tout cas, pour... Je pose une question sur un adversaire politique. Je vous le dis, la parole de Marine Le Pen n'est pas une parole très fiable sur ces sujets. Un dernier mot, vous avez vous-même été rattrapé par un extrait qui date de 2017, je le précise, où vous imaginiez un extrait d'un essai, où vous imaginiez une sorte de société idéale où, je cite, le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre grâce à un permis de voter. Vous avez expliqué depuis que c'était une idée personnelle. Est-ce que vous avez compris qu'elle ait pu choquer? Bien sûr. D'accord. C'est une idée qui est choquante, le permis de voter. Très choquante. Et c'est pour ça que j'ai choisi de la traiter
dans un genre littéraire qu'on appelle l'utopie littéraire. Donc il y a eu quoi? Une incompréhension autour du sens de ce que vous vouliez dire? Lorsque j'ai sorti mon livre et que j'ai expliqué à l'époque un certain nombre de mesures complètement iconoclastes, ça n'a choqué absolument personne. Personne. Parce que les gens à l'époque comprenaient très bien que je venais présenter un livre qui s'inscrivait dans la tradition des utopies littéraires, Platon, More, Fourier, enfin je peux vous en citer beaucoup, et que donc ce sont des idées qui sont, comment dirais-je, extrêmement surprenantes pour certaines d'entre elles. Cette idée, elle avait d'ailleurs un objectif complètement contraire à celui qui a été mis en avant lorsque certaines personnes ont essayé de faire une polémique il y a quelques jours. L'idée au contraire, c'était de redonner le pouvoir aux citoyens. Tout mon livre Utopia, que vous n'avez peut-être pas lu, s'interroge sur cette question, comment faire en sorte pour que les citoyens soient vraiment impliqués. Car tel que ça a été présenté, évidemment, ça peut choquer. Mais en réalité, j'ai essayé dans ce livre d'inverser le concept pour faire en sorte que le maximum de citoyens reprennent le pouvoir, soient impliqués dans la démocratie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on a à certaines élections entre 20, 30, 40, 50, 70% d'abstention, ce qui est une hérésie, une calamité pour la vie démocratique. Je veux, je le répète, que chaque citoyen et chaque citoyenne de ce pays ait les moyens de s'impliquer complètement et totalement dans la vie démocratique de ce pays, qu'on lui en donne les moyens. Et une fois de plus, on parlait là d'une mesure qui était purement littéropolitique, mais qui ne figure pas, par exemple, dans le parti que j'ai créé, la Révolution écologique pour le vivre. Merci beaucoup, Émeric Caron. Merci à vous.